Hey hop mes petits feux follets, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je vais super bien et je tenais à vous faire un petit message d'annonce pour vous souhaiter à tous et à toutes un agréable déconfinement car en effet demain on sera le 11 mai et donc certaines personnes pourront euh, être amenées à être complètement déconfinées, notamment pour travailler. D'autres personnes comme moi, ça ne change absolument rien, confinement pas confinement. D'autres vont préférer continuer à télétravailler chez eux, ce que je peux comprendre aussi. Et c'est même plutôt sage parce que déconfinement ne veut pas dire qu'il n'y a plus de virus, que tout va redevenir en un claquement de doigts du jour au lendemain comme avant. Et donc voilà, sans compter qu'on ne s'est pas mangé la seconde vague qui normalement sera moins violente que la première, donc ne nécessitera pas un confinement intensif comme on a eu. Cependant, je me tiens toujours à votre disposition pour essayer de vous divertir du mieux que je peux. De toute façon, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il pourrait même y avoir une météorite qui tombe, on s'en fout. Je suis toujours là, présent pour vous, pour essayer de vous divertir et de vous soutenir de mon mieux. Mon objectif étant de vous faire oublier le plus possible les tracas quotidiens, tout simplement. Hein. C'est, je pense, le but de chaque youtubeur, c'est vraiment de vous divertir, de vous emmener dans un autre monde de l'espace de quelques minutes et de vous faire oublier vos soucis quotidiens, de vous faire vibrer, voilà. Et donc, j'espère continuer à pouvoir vous faire frissonner un petit peu et que tout se passera bien. Voilà, c'est tout. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours appartenu à la mer, de près ou de loin. J'ai toujours été passionné par celle-ci, un grand amoureux de l'océan et des sept mers. C'est donc tout naturellement que je me suis engagé comme pêcheur. Mon nom de famille est Skipper. Skipper, ce qui est ironique avec ce nom, c'est que c'est le surnom donné au capitaine. Ma famille, la famille Skipper, remonte à une très lointaine époque, une époque de chasse à la baleine, de chasse à l'huile de baleine. Je ne saurais dire si c'est une honte ou une véritable fierté, mais ce dont je suis certain, c'est d'avoir hérité des gènes familiaux. Ces gènes permettant, en somme, d'être les meilleurs pêcheurs ou les meilleurs harponneurs, si on croit à ce genre de choses. Je suis quelqu'un qui, sans mauvais jeu de mots, n'a jamais peur de se mouiller ou de se jeter à l'eau comme on dit, aussi bien au sens figuré qu'au sens propre du terme. Je travaille avec une petite équipe, sur un petit navire. Il ne paye pas de mine, mais j'adore prendre le large à ses côtés. En revanche, ce que j'aime un peu moins, c'est notre capitaine, un peu trop imbu de lui-même, trop sûr de lui, trop arrogant, prenant les autres de haut. En revanche, le second et les autres membres de l'équipage, je n'ai aucun problème avec eux. J'ai toujours fait les tâches qu'on m'a assignées, sans jamais me plaindre, sans jamais rechigner ce qu'on me disait de faire. Après, il est sûr et certain que mon talent d'harponneur a toujours surpris mes camarades, et je n'en étais pas peu fier. Mais vous vous doutez bien que l'histoire que je vous raconte n'est pas forcément une belle histoire. La mer, comment dire, la mer c'est comme une épouse douce, attentionnée, calme, sereine, capable de vous faire oublier tous les maux du monde, mais qui du jour au lendemain peut passer d'une douceur infinie à l'épouse infernale, insupportable, hystérique et colérique. Voilà ce qu'est la mer. Malgré la taille de notre petit navire, nous voyagions assez loin en général. Et ce n'était pas pour me déplaire. J'ai toujours eu le pied marin, et même si parfois on avait une mer houleuse et agitée, je ne m'en faisais pas plus que ça. Comme on dit dans le milieu, on en a vu d'autres. C'est vrai, si vous voulez vous engager en tant que marin ou pêcheur, il ne faut certainement pas avoir peur de la mer ou de l'eau. Et savoir nager est un plus indispensable je dirais, car on ne sait jamais à quel moment on peut se retrouver à l'eau. Et il est déjà arrivé que des tempêtes envoient valdinguer certains membres d'équipage par-dessus bord. Heureusement, la plupart du temps on a toujours réussi à récupérer les employés, comme disait le capitaine. Moi, je récupérais plus que de simples collègues de travail.
Je récupérais des gens que je considérais comme des frères d'armes, des gens que je considérais plus comme des amis que de simples collègues. Après tout, nous vivions ensemble quasiment tout le temps. Nous étions comme une colocation. Oui, j'aurais dit ça comme ça, une sorte de colocation entre amis. Mais la mère est capricieuse. Et ce jour-là, je pense qu'elle avait décidé d'être extrêmement capricieuse. Puisque je ne le savais pas encore, mais nous allions couler. C'était un 10 mai, il me semble. Je n'ai plus vraiment notion du temps. Ce que je sais en revanche, c'est que tout avait commencé comme suit. Une mer d'encre, lisse, calme, un vrai régal. D'ailleurs, la pêche avait été extrêmement fructueuse. Le souci était que l'on se trouvait au-dessus des gorges des Mariannes. Et si vous ne savez pas ce que sont les gorges des Mariannes, laissez-moi vous dire qu'il s'agit tout simplement d'une des plus profondes abysses qui existent sur le globe. Un brouillard a commencé à se lever, une purée de poids. Déjà, ça sentait les ennuis. Étant breton d'origine, je sais très bien qu'en général, après le brouillard, vient la pluie. Et ça n'avait pas loupé. Il a commencé à pleuvoir, dissipant ainsi le brouillard. La mer devenait de plus en plus houleuse. Mais tout était encore sous contrôle. Tout allait pour le mieux. Tout allait pour le mieux jusqu'au moment où la mer est devenue de plus en plus agitée. Ce n'était pas une simple pluie. On se tapait un orage, une tempête, en pleine mer. Et vous vous dites, la météo dans tout ça? L'ennui avec la mer, ou la montagne, c'est que la météo ne prévient pas toujours. Le climat ne prévient pas toujours quand il décide de changer sur un coup de tête. De passer d'un beau ciel bleu à un déluge. Là-dessus, la mer et la montagne se rejoignent. Tout peut changer en un instant. Tout peut vriller en une seule fraction de seconde, en quelques minutes. Et c'est ce qui nous était arrivé. Pourtant, il avait été annoncé du beau temps sur notre zone, comme quoi il ne faut pas s'y fier. Les vagues étaient de plus en plus hautes. Le navire était secoué. Le capitaine essayait tant bien que mal de maintenir à flot. Mais je pense que notre destin était déjà scellé. Outre son caractère insupportable, il n'arrêtait pas de vociférer et d'hurler, avec une certaine malveillance dans le ton de sa voix, comme toujours quand il a ses mauvais jours. Cette fois-ci, je n'ai pas relevé, je n'ai pas fait plus attention que ça, car après tout, on est dans une situation critique, et il fallait réagir. Si je vous dis tsunami, vous pensez sans doute à quelque chose de terrible, une vague plus haute que des immeubles, capable de tout engloutir. Et si je vous disais qu'à côté de ce que les marins redoutent le plus, un tsunami n'est qu'une partie de plaisir dans un parc aquatique. Oui, vous pourriez vous dire que j'exagère. Et pourtant, il existe quelque chose de redoutable, beaucoup plus puissant, beaucoup plus petit, capable, en une fraction de seconde, de détruire des navires entiers, de les engloutir de force, le poids de l'eau faisant le reste, et votre navire, bien que pas vraiment abîmé, peut couler. Bien que la plupart du temps les dégâts sont colossaux, la force de frappe est horrible. On appelle ce phénomène lame de fond. Elles ont la capacité de provoquer des noyades ou de faire s'écraser violemment sur les récifs, les victimes. Mais en pleine mer, elles ont une force considérable et colossale capable de briser la plupart des navires. Ce jour-là, nous avons perdu avec une première lame de fond beaucoup de marins, emportés et engloutis par la mer. Je rappelle que nous étions au-dessus des gorges des Mariannes. Alors faire venir des sauvetages, des plongeurs et j'en passe pour venir secourir, déjà avec cette tempête c'était quasiment impossible. Un hélicoptère ne pouvait pas voler. Mais en plus, envoyer des plongeurs dans les abysses, c'est du suicide. Donc malheureusement, tous ceux qui tombaient par-dessus bord n'étaient considérés que comme morts. Je vais pas mentir. Ce jour-là, on y est tous passés. La première vague avait emporté quelques valeureux et courageux, téméraires et honorables marins. Le second coup fut un peu plus terrible.
Le second coup a failli engloutir le navire. Par chance, par miracle, je ne sais pas. On a tenu bon, on a continué de lutter. On appelait les secours, on prévenait notre position et qu'on risquait le naufrage. La troisième vague de fond a été la plus terrible. Avec le remous et les chocs, notre ancre s'était décrochée, avait percuté un rocher au-dessus des gorges des Mariannes. Celui-ci a été propulsé violemment sur la coque du navire avec la troisième vague, alors qu'on essayait de remonter, de décrocher cette ancre. Si vous voulez que je vous décrive comment cela s'est passé, j'avais été sélectionné comme étant le plus courageux et téméraire, bien que beaucoup m'hurlaient que je risquais d'y passer, pour briser la chaîne de l'ancre. J'ai donc dû m'attacher comme j'ai pu, et j'ai escaladé. J'ai réussi à couper l'ancre, et c'est là que j'ai vu ce rocher arriver avec une violente vague. J'ai été violemment propulsé à bord du navire. Encore une fois, la chance avait souri, et je n'étais pas englouti par la mer. Mais ça n'allait pas tarder. Le choc avait été si violent que beaucoup de vitres avaient été brisées. De l'eau n'arrêtait pas de déferler à l'intérieur du navire. Et toutes les 4-5 vagues, régulièrement même, on se prenait une lame des fonds. J'ai envie de dire que c'est plutôt rare de se prendre ce genre de vagues, mais lors d'une tempête de cette ampleur, elles sont beaucoup plus fréquentes. C'est ce qu'on appelle faute à pas de chance. Le navire commençait à couler, et la tempête commençait à se calmer. Ouf, on avait peut-être une chance de s'en sortir, peut-être un espoir aussi infime soit-il, mais le destin, cruel comme il était en pleine mer, avait décidé que les abysses seraient notre nouvelle demeure. Alors que nous étions en train de préparer les canoës de sauvetage, que nous essayons d'appeler en vain les secours, une ultime vague est passée, emportant et brisant la plupart des canoës de sauvetage. Il n'en restait pas beaucoup intacts, il en restait très peu. Alors, en théorie, la tradition voudrait que le capitaine coule avec son navire, mais il n'en était rien. Notre quart de capitaine s'est jeté à la mer avec le navire, sans penser à nous, égoïste comme il était. Moi, je l'ai su que bien plus tard, j'étais en train d'essayer de secourir mes camarades coincés en cabine. J'ai réussi à en sortir quelques-uns, mais d'autres étaient restés coincés. Et alors que des larmes coulaient sur mes joues, je les savais condamnés. Et en remontant, le capitaine en second nous a dit que notre valeureux et courageux capitaine avait déserté le navire. C'est à ce moment-là qu'on voit qui sont les rats. Mais l'expression « les rats quittent le navire » n'a jamais été aussi claire dans mon esprit. On n'avait que peu de chances de s'en tirer. On avait quelques gilets de sauvetage, quelques bouées encore intactes. Mais face à une mer houleuse et un navire qui allait couler, il allait se présenter un autre problème. Survivre en flottant sur l'eau, c'est se risquer à l'hypothermie. Mais je n'eus pas trop le temps de réfléchir. J'entendais un ultime appel à l'aide de quelqu'un qui n'était pas encore noyé. Et je me suis donc précipité pour le protéger, essayer de le secourir. Armé de mon harpon, servant tel un pied de biche à défoncer les portes, je réussis in extremis à le sortir. Il reprenait son souffle et m'avait remercié. Mais hélas, Dame Nature avait décidé que personne ne s'en tirerait, et une ultime lame des fonds, je crois la plus grande de toutes, est venue achever. J'ai vu le capitaine en second me regarder et me remercier, puis se faire emporter. J'ai vu le navire se faire engloutir avec violence. Je me suis senti propulsé violemment dans cette cabine dont j'avais eu tant de mal à ouvrir la porte. Il faisait noir. Les lumières étaient éteintes et je commençais à ressentir une horrible pression. J'entendais les camarades que je n'avais pas pu sauver hurler et pleurer, frapper contre les murs, implorer qu'on vienne les aider. Mais je crois qu'il était trop tard. Comme je l'ai dit, une équipe de secours et de plongeurs risque autant sa vie pour sauver des navires que les gens qui sont à l'intérieur de ceux-ci, et d'autant plus au-dessus des abysses. Je me maudissais. Je maudissais ce capitaine. Dans ces cas-là, comment réagirez-vous si vous saviez que vous étiez condamné à mourir à la noyade? Que vous n'aviez plus aucun espoir d'être secouru?
Peut-être insulterez-vous Dieu. Peut-être essaierez-vous de faire un pacte avec celui-ci, ou au contraire appellerez-vous les démons. Je n'en sais rien. Pour ma part, c'est la vengeance et la colère qui prenaient le dessus sur tout autre sentiment. Plus on s'enfonçait, plus je sentais la pression, et ça me faisait mal à la tête. J'entendais le navire grincer et se plier sous le poids de la pression. L'eau était de plus en plus froide, et par chance ma bulle d'air tenait. Mais à quoi bon, coincé dans les abysses après tout? Cette bulle d'air allait soit éclater par la pression, soit dans quelques heures je n'en aurais plus. Heureusement pour nous, le navire s'est stoppé dans une crevasse beaucoup trop étroite pour l'accueillir lui. On était donc au-dessus d'un vide abyssal, ténébreux. Ma bulle d'air commençait à manquer. Je commençais à suffoquer et je voyais l'eau monter. J'aurais très sincèrement aimé m'en sortir. Je dirais pas qu'égoïstement je méritais pas de mourir. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis pas parfait. Je dirais pas non plus que j'avais pas envie de pleurer à ce moment-là. Mais j'ai vu le camarade coincé avec moi. Et dans ces cas-là, c'est là que l'instinct de survie prend le dessus. C'est là que certaines personnes font du mal à leurs confrères pour essayer de survivre. Mais pas moi. Moi, je me suis rappelé que je descendais d'une honorable famille. En tout cas, une famille qui était respectée. Cette bulle d'air n'était pas assez grande pour deux. J'ai pris mon harpon. Je l'ai salué. Je l'ai remercié. Lui, d'avoir été mon frère sur cette mer. Et armé de mon harpon, j'ai plongé. J'ai plongé et je me suis extirpé. J'ai nagé. J'ai nagé tant que j'ai pu. Et je crois que je suis passé au travers de la coque, tombant dans les ténèbres des abysses. J'ai préféré me sacrifier pour laisser une chance éventuelle, et aussi infime soit-elle, à un camarade de s'en sortir, plutôt qu'égoïstement essayer de sauver ma vie, sachant que de toute façon, pertinemment, nous étions peut-être tous déjà morts. Les ténèbres m'enveloppaient, et la dernière chose que j'ai vue avant de mourir, c'était des lueurs, des images phosphorescentes, des poissons que je n'aurais jamais cru voir, aussi beaux qu'effrayants, n'en pouvant plus et me sachant condamné, et à bout de souffle. À cause de l'apnée, j'ai décidé de m'achever. J'ai inspiré de toutes mes forces, comme si je voulais respirer, puis le noir total. J'aurais aimé dire que j'étais allé au paradis, ou pire, en enfer pour m'être suicidé. Et non, rien de tout ça. Je me suis réveillé comme un lendemain, comme si j'avais fait un simple mauvais rêve. Je voyais parfaitement dans le noir. Je me sentais plus vivant que je n'avais jamais été. En regardant mon corps, il avait changé. Ma peau était devenue grisonnante. J'avais les dents pointues. Mon harpon était devenu monstrueux et ressemblait davantage à un trident qu'à un simple harpon. Je pouvais respirer aussi bien sous l'eau qu'à l'air libre, mais ça j'allais l'apprendre bien plus tard. Des coraux tranchants, comme des lames de rasoir, avaient poussé sur ma peau. Il était clair pour moi que j'avais une dernière mission à terminer. Retrouver ce couard de capitaine qui nous avait tous laissé tomber, au lieu de sauver les quelques camarades qui méritaient réellement d'être sauvés. Maintenant j'erre dans les océans et les mers. J'hante les ports la nuit, ou même parfois la journée. Du coin de l'œil, vous pourrez peut-être m'apercevoir. Mais sachez que je ne veux pas de mal aux innocents. Je suis là pour rappeler aux capitaines, trop imbus de leur personne. À n'importe quel moment, la vie en pleine mer peut basculer du jour au lendemain. Je suis là pour rappeler que, sur mer, on est une famille, et qu'il faut s'aider les uns les autres. Comme des soldats, on n'abandonne pas un homme à terre. Vous vous demandez aussi peut-être ce qu'est devenu ce corps de capitaine. Je l'ai retrouvé. Je l'ai entraîné avec moi, dans les plus profondes abysses, et je l'ai regardé se noyer, empli de terreur. Mais je ne repose pas en paix pour autant. Je suis devenu quelque chose d'autre. Je suis la houle de l'océan, les larmes de la mer. Je suis le rugissement des abysses.